on est sur ces prix-là. On ne va pas chercher la vente, c'est beaucoup trop risqué. Par contre, quand on est là, le marché, avec ce genre d'événement, en plus, Trump, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais une chose dont on est sûr qu'il est capable de faire, c'est faire des milliards. Donc peut-être qu'au niveau des États-Unis, et c'est ce qui s'est traduit, les États-Unis ont eu un record historique après son élection donc sur leur bourse, je pense qu'économiquement, il peut faire des choses bien. Donc le marché, il va se mettre à monter, et là, vous vous mettez à acheter, bien sûr, avec un effet de levier correct, et vous travaillez tous les retracements, tout en travaillant toujours à l'achat, jusqu'à qu'on revienne en fait au point où on était avant. Oui. Pardon, le lendemain de l'élection, je crois que ça a ouvert à -5, c'est bien ça, grosso modo? Sur les futurs, ouais, c'était même plus, ouais. Mais alors, donc, à ce moment-là, à 9h01, vous faites quoi? C'est ça, parce que là, vous dites, les minutes d'après, vous voyez que ça remonte au fur et à mesure. Moi, vous j'achète suivez la tendance, mais à 9h01, vous faites quoi? Vous ne faites rien. J'achète tout de suite. Vous achetez, mais pourquoi? Ça ouvre à -5, vous achetez? Oui, parce vous que n'avez pas peur que ça dégringole? Parce qu'en fait, je n'aurais pas acheté si la veille, le marché, il avait commencé à baisser. C'est ce que je veux dire? Si... Pardonnez-moi, c'est typique d'un crack si ça ouvre à -5 sur une annonce qui n'était pas prédictible, prévisible. Moi, personnellement, je vois à 9h01 -5, je vais surtout pas acheter, je vais attendre de voir ce qui se passe. Et vous, vous dites que vous êtes assez téméraire pour rentrer dans le marché, c'est ça que vous Dans ce type de situation, on a la situation, elle est, la veille, on a eu un marché qui est monté. Ouais. Et pour moi, j'étais presque sûr que Trump, il allait être élu, parce que le marché montait. Il montait pour pouvoir baisser. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais on fait monter le marché. On fait monter le marché. Comment vous pouviez, le jour de l'élection, avant les résultats définitifs, imaginer que Trump serait élu? Parce que les marchés étaient trop hauts. Pour moi, en fait, selon moi, je pense que c'était déjà pricé, qu'il était presque sûr qu'il passait, et ça a fait exactement pareil pour le Brexit. On fait monter le marché parce qu'on ne peut pas le faire baisser. Si on le fait baisser à 10 200, on passe dans une situation qui serait complètement différente. On le fait monter les premiers jours. On le fait monter tout doucement comme ça. Et après, le jour de l'élection, pour montrer un petit peu une réaction à cette annonce, on le fait baisser. Mais au final, tout ça, c'est du vent. On s'en fout complètement d'un point de vue. Oui. Simplement, qui c'est on? Voilà. Les investisseurs. En général. Vous ne pensez pas que c'était plutôt le contraire? Que la veille, il montait parce qu'on pensait qu'il allait gagner sur tous les sondages. Parce que le Brexit, par exemple, tout le monde pensait qu'ils n'allaient pas sortir. Et bien, c'est vrai que ça montait, mais le lendemain, c'est bien descendu. Et ça n'avait pas monté. Oui, pour le Brexit, ça a monté au départ. En 2 jours, pas 2 jours même. Même dans la nuit, c'est monté. Hein, non, je me rappelle, le premier jour, non. Après 2 jours, oui. Non, mais c'est pour ça que moi je me permets de redemander, quand vous avez une ouverture à -5, je suis étonné que vous rentriez dans le marché. Je serais plutôt attentiste personnellement. Bah alors, je ne serais pas rentré, on va passer aux questions qui sont passées, mais en gros, voilà la situation, on a eu un marché qui est monté. Donc ça me dit que je peux acheter parce qu'on va revenir à un point d'équilibre. Si on avait eu la veille un marché qui descendait, je n'aurais pas pris parce que ça voudrait dire que le marché, il avait peur d'une possible élection de Trump. Et là vraiment ça a monté. Ça peut vous paraître un peu bizarre, mais dans les salles de marché c'est comme ça qu'on l'a ressenti. On a fait monter le marché pour le faire baisser et après c'était juste pour créer de la vol et défoncer des stocks au final. Parce que c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Si jamais c'était pas Trump qui était et le marché il montait quand même. Alors le marché il fera comment? On ne peut pas refaire l'histoire après, mais je pense que si Larry était pricé dans les salles de marché, je ne parle pas des sondages, je parle dans les salles de marché, je pense que le marché il aurait été un peu plus il ne serait pas monté, mais c'est difficile après. Donc est-ce qu'il y a des questions parce qu'on presse un petit peu derrière? Oui. C'est pas vraiment une question, mais c'est pour expliquer moi comment j'aurais fait. Je suis les marchés depuis 4 ans, donc les indices là, alors techniquement parlant, on a 2 gaps. Premier gap, d'habitude les gaps peuvent être comblés, il y a plusieurs types de gaps, et là j'ai simplifié. Donc normalement, on espère que les gaps sont comblés, il y en a 2 gros qu'on voyait à gauche, là c'est le trou en fait, le gap. Après on voyait un deuxième gap. Donc techniquement, vous voyez que ça a vendu à peu près au niveau où le premier trou a été comblé. Voilà, tout à gauche.
tac, c'est à peu près assez une résistance. Après, les gens, ils ont vendu justement un peu avant que ça monte au milieu, vous voyez. Donc c'est en fait là, c'était, il y avait pratiquement, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de volume. Donc normalement, quand il n'y a pas de volume, ça monte automatiquement. Après, il y a les algorithmes, etc. Donc vous avez vu que ça a revendu justement à ce niveau de support. Tac. Ensuite, pour ceux qui analysent aussi plusieurs indices en même temps, qui analysent par exemple les vagues d'Elliott ou les figures harmoniques, ceux qui ont l'expérience, voilà, on peut voir qu'en fait la cible est beaucoup plus haute. Si on regarde le CAC 40 2016, il y a un gros gap. Et en statistiquement parlant, au bout de, je sais pas, 168 jours ou un peu plus, ce gap est comblé. Donc, théoriquement, tôt ou tard, le gap du CAC 40, qui est environ à 4670, doit être comblé. Là, on est à 4500. Donc, on pense que ça va encore monter un peu. Voilà, et après, c'est avec l'expérience et tout, beaucoup d'observations qu'on sait que ça doit monter. Non, mais que le gap soit comblé, d'accord, oui, mais que là, le gap soit comblé à une certaine de... échéance, mais sur du très court terme, du comme très ça, court terme, on met sur pas le premier jour la de l'élection, c'est très fâcheux Ouais, de prendre des risques inouïs comme ça. Bah, c'est pour ça qu'on diminue la position. C'est ça. On diminue la position, voilà. C'est du pari au final, sinon tout le monde serait super riche. Sinon, il y a les options. Les Alors, options, juste pour c'est répondre à monsieur, alors quand je disais qu'après le Brexit, le marché était monté, il était monté en termes de bougies. Après, c'est sûr qu'on se prenait une grosse en termes de pourcent. Je suis d'accord avec vous. Mais voilà. Voilà. Pardon, mais on pense la même chose. Voilà. Dernière question peut-être. Comment prenez-vous le VDAX dans ces trades que vous avez fait comment utilisez-vous le VDAX que vous avez démontré tout à l'heure dans les trades dont vous venez de parler? Alors là, c'est difficile parce que pour du très court terme, pour le coup, c'est difficile. Ça sert pratiquement à rien. C'est plus pour des stratégies de long terme. Il va cesser de bouger. Et puis si on le met, si vous mettez dans la formule un jour, donc 1 sur 252, ça va pas donner grand-chose en fait. C'est pas un indicateur qui va être pertinent. Et après, pour vos 30 contrats-vendeurs tout dernièrement, ouais. Vous n'utilisez pas le VDAX là non plus? Si, un petit peu. C'est pour ça que je me dis qu'il n'y a pas trop de potentiel à la baisse. Déjà parce qu'on monte, et parce qu'en plus la volatilité elle est à 25, là c'est pas non plus énorme. Il faudrait que la volatilité soit peut-être un petit peu plus basse pour pouvoir augmenter. Parce que c'est comme si, il faut voir la volatilité comme un marché. Si on veut acheter, on va essayer d'acheter plutôt un marché qui est bas. C'est la règle très générale, bien sûr, qu'un marché qui monte, il faut l'acheter aussi, même s'il est haut. La volatilité, c'est la même chose. Quand elle est basse, quand elle devient trop basse, il y a de grandes chances qu'il y ait des petits cracks sur le marché. Parce qu'il y a comme un support, en fait. Vous pouvez regarder ça. C'est en bougie, hein, le VDAX ou le VIX, par exemple. Vous pouvez le trouver facilement. On va applaudir Benjamin. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez lui poser au cocktail. C'est pour ça qu'on va devoir lancer la conclusion. Ok, alors. Je vous montre un dernier petit truc pour vous montrer. C'est pas terminé, je vais vous revoir. Ça soit s'il vous plaît. Alors. Alors, là je vous ai pris un petit track record, donc c'était un compte où il y avait 50 000 que j'ai géré en début d'année, puis après Brexit, le client était content et du coup il a fait ses gains, et puis on se reverra en 2017. Mais pour vous montrer un peu les tailles de lot que je prends avec un compte où il y a 50 000 €, pour vous montrer que si vous avez des comptes où il y a moins que 50 000 et que vous prenez des positions qui sont équivalentes, c'est qu'il y a vraiment un souci. Bon, après, des fois, je fais des positions, ça m'arrive de trader à 10 centimes le point. Si je ne sens pas le truc, je vais être dans le marché, je ne vais pas prendre de risque, il n'y a pas de honte. Le principal, c'est de faire un maximum de trades gagnants avec un risque contrôlé et qu'à la fin, vous voyez, on est positif. Et si vous regardez mon drawdown, donc, il est bien inférieur au gain. Vous voyez? Et en termes de pourcentage de trades gagnants, bon, ça c'est pas vraiment intéressant. C'est pas parce qu'on a 90% qu'on est bon. Hein. C'est le drawdown qu'on va regarder. Vous voyez, j'ai jamais dépassé 5%. Bon, après, c'est difficile, je reconnais, de placer ces stops. Moi, j'ai un algorithme que vous pouvez trouver, il est payant, qui a été développé par une société française qui s'appelle l'autopilote furtif. Ça permet
de placer automatiquement les stops. Ça, vous n'avez pas à vous prendre la tête, je le place, c'est automatique, c'est arbitraire, et franchement ça marche bien. Sur tout ce que j'ai vu, tous les clients à qui j'ai conseillé qui avaient du mal à mettre des stops, c'est vraiment, ça marche bien. Si vous regardez la taille des lots, vous voyez, j'en mets pas 50 000. Hein. Vous voyez, bon après, je me chauffe un peu plus, j'en mets plutôt 10 sur la fin. Mais j'ai jamais dépassé 10 lots. Je ne vois pas de 20 lots. Donc vraiment, on n'a pas besoin de faire le cow-boy. Ok ? Prenez votre temps et voyez qu'au final, ce compte-là, le premier trade 14 mars, et ça se termine le 24 mai, on fait quand même des sous et c'est un compte que j'ai géré tranquillement avec un tout petit peu de risque. Donc il ne faut vraiment pas se prendre la tête. Ok ? Donc voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai donné des indicateurs qu'on utilise plutôt dans les banques et dans les hedges. Et je vous ai essayé de vous transmettre un peu mon sentiment pour la gestion du risque. Et puis vous allez faire de super trades avec ça chez Advexo. Voilà.